Bonjour à tous. Donc, je vais enchaîner sur les virus de l'hépatite B et des virus de l'hépatite delta. Il faudra faire bien attention de ne pas confondre tous les virus responsables des hépatites. Alors, ça répond à plusieurs objectifs de l'Océanie. Le N163 sur les hépatites virales, où on vous demande de connaître les modes de transmission des hépatites et les modalités de leur prévention, de savoir prescrire et interpréter les examens sérologiques utiles au diagnostic, de connaître les grands principes du traitement et de la surveillance. J'ai un problème avec l'écran, ça disparaît en permanence. Pour tout le monde. Donc connaître les grands principes du traitement et de la surveillance des hépatites chroniques B. Ça, vous le reverrez en hépatologie. Connaître les modalités de prévention, identifier les situations d'urgence, planifier leur prise en charge. Et ça répond aussi à l'objectif N142 des maladies à déclaration obligatoire, parce que vous verrez dans le cas de l'hépatite B, il y a une déclaration obligatoire devant certains profils sérologiques. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir les référentiels, donc le rapport de recommandation qui est mis à jour régulièrement sur la prise en charge des patients atteints infectés par le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C, le PILI, et puis sur des données plus virologiques, le traité de virologie médicale. Alors, les hépatites virales, finalement, c'est une définition clinique avec un tableau qui peut être variable, une hépatite qui peut être aiguë ou chronique, voire une cirrhose et un carcinome hépatocellulaire. Et plusieurs virus sont responsables de ces hépatites virales. Donc, le virus de l'hépatite A, dont vous venez de parler avec Ariel Rosenberg, qui appartient à la famille des picornavirus, qui a une transmission orale, et vous voyez que c'est un virus à ARN simple brun, qui n'évolue jamais vers la chronicité et pour lequel on a un vaccin. Le virus de l'hépatite B, dont on va parler longuement maintenant, il appartient à la famille des Hepadnaviridae. C'est un virus de transmission sanguine qui a un ADN double brun et qui, lui, évolue vers la chronicité. Et là encore, on a un vaccin. Pour les autres virus des hépatites, on n'a pas de vaccin qui permet de protéger spécifiquement contre ces autres virus. Et vous voyez là encore des familles différentes avec le VHC, le flavivirus, un virus à ARN. Le virus de l'hépatite delta, dont on va parler aussi maintenant, qui est un viroïde, et on va voir ce que c'est exactement, qui se transmet par voie sanguine, comme le virus de l'hépatite B, mais qui lui est un virus à ARN simple brun, qui peut évoluer vers la chronicité. Le virus de l'hépatite E, qui est un virus de la famille des calicivirus, et le virus de l'hépatite G, flavivirus. Donc vous voyez que autour d'une symptomatologie d'hépatite, il peut y avoir plusieurs agents viraux responsables qui appartiennent à des familles très différentes, qui ont des caractéristiques très différentes. Alors, le virus de l'hépatite B, donc c'est un virus qui appartient à la famille des Hepadnaviridae. Dans Hepadna, vous avez ADN, donc c'est un moyen mnémotechnique pour vous souvenir que c'est un virus à ADN double brun. C'est le seul représentant humain de cette famille et c'est un virus qui a la particularité d'être particulièrement résistant, même s'il est enveloppé. Vous savez, souvent on dit que les virus enveloppés sont moins résistants dans l'environnement, ils sont plus fragiles. Là, vous voyez que le virus de l'hépatite B, il est particulièrement résistant. Il résiste par exemple 7 jours dans l'environnement, ou 5 minutes à 100 degrés, ou 10 heures à 60 degrés, ou même à la congélation, et ça a été l'explication de contamination au laboratoire avant la vaccination, puisque ce virus était particulièrement résistant, y compris à moins 80. Il y a une production de nouveaux virions qui est particulièrement importante quand un patient est infecté. Vous voyez qu'il y a 10 puissance 10 à 10 puissance 12 particules virales qui sont synthétisées par jour, et ça explique en partie sa forte contagiosité. C'est un virus qui est persistant avec un risque d'évolution vers la chronicité qui dépend de l'âge d'infection. On verra que selon les zones, dans les zones de forte endémie où on s'infecte tôt, le risque d'évolution vers la chronicité est très différent de l'infection, par exemple, en France. L'homme est le seul réservoir de ce virus et c'est un virus donc persistant. Vous avez ici une diapositive qui vous représente la structure du VHB. Donc, c'est des particules qui sont sphériques, enveloppées. L'antigène HBS, c'est l'antigène d'enveloppe.
Vous avez un ADN double brin, c'est un ADN partiellement double brin. Le brin de polarité négative est entier, il fait 3,2 kilobases, alors que le brin de polarité positive est partiel. Et on verra au cours du cycle de réplication virale ce qu'il en est. C'est un virus qui a une enzyme, une polymérase, une ADN polymérase, et il a une capside icosaédrique qui est aussi notée corps et qui est donc l'antigène HBC, et on verra au niveau du diagnostic sérologique comment cela impacte. Donc retenez, c'est un virus enveloppé avec l'antigène HBS qui est l'antigène d'enveloppe, avec une capside icosaédrique, l'antigène HBC et un ADN partiellement double brin. Alors, si vous regardez en microscopie électronique le sérum de patients infectés par le VHB ou au niveau des hépatocytes, vous pouvez voir les particules de Dan qui sont représentées ici. Donc ça, c'est des virus complets, c'est des virus infectieux, des virions. Et à côté de ces particules virales qui sont excrétées en excès dans le sérum, vous avez des filaments HBS ici, et des sphérules qui sont représentées ici où il n'y a que l'enveloppe du virus, donc que l'antigène HBS, mais pas la capside ni le matériel génomique. Et cet excès d'antigène HBS est très abondant, vous voyez, 1000 à 10 000 fois plus abondant que les particules infectieuses. Alors, le génome du VHB, c'est un génome qui est relativement petit pour les virus, donc 3200 paires de bases, partiellement double brin, avec le brin de polarité positive qui est plus court. Et comme ce génome il est petit, il y a des chevauchements de cadres de lecture qui permet de coder pour quatre grandes régions. Le S, donc, qui est codé par la région pré-S1, pré-S2 et S, qui code pour l'enveloppe. La région C qui code pour le corps avec l'antigène HBC et pré-CC pour l'antigène HBE. On en reparlera tout à l'heure. La région enzymatique est codée ici en bleu par le P. Et puis HBX, il a un rôle de transactivateur. Vous savez que chez les patients infectés par le virus de l'hépatite B, il peut y avoir une évolution vers le carcinome hépatocellulaire. Et cet HBX joue un rôle de liaison avec les oncogènes cellulaires et il transactive aussi les transcrits viraux. Alors on va passer au cycle de réplication virale. Vous avez ici la particule virale, le virion, et l'hépatocyte, la cellule cible ici. Donc après interaction du virus avec son récepteur, la capside et le matériel génomique viral rentrent dans le cytoplasme, puis le matériel génomique viral rentre dans le noyau. À ce moment-là, il y a le deuxième brin qui n'est pas complet continue sa synthèse par une polymérase pour donner un ADN super enroulé qu'on appelle le cccDNA qui persiste dans l'hépatocyte. Donc ça, c'est vraiment une forme de persistance et vous verrez plus loin. On ne parle jamais de guérison d'hépatite B puisque cette forme, elle persiste dans les hépatocytes tout le long de la vie du sujet. Et si le patient est ensuite immunodéprimé alors qu'il paraissait guéri, il peut réactiver le virus. Donc à la différence de l'hépatite C, il y a une réactivation possible dans les infections par le virus de l'hépatite B à cause de cette forme super enroulée. On a ensuite transcription en ARN messager prégénomique et génomique. L'ARN prégénomique passe dans le cytoplasme, et dans le cytoplasme, il y a aussi la synthèse des protéines virales, la traduction. Et vous avez formation de la capside virale ici, avec l'ARN prégénomique qui rentre dans cette capside avec la polymérase virale. On est parti d'un virus à ADN, donc là, il y a un petit problème. Il faut repasser à une forme ADN et la polymérase, l'ADN polymérase du virus de l'hépatite B est capable de faire une rétrotranscription. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cours sur le VIH. Dans le VIH, qui est un virus à ARN, la transcriptase inverse est capable de transformer l'ARN en ADN double brin avant l'intégration. Donc avant le passage dans le noyau. Ici, dans le cas du virus de l'hépatite B, et c'est le seul virus à ADN qui est comme ça chez l'homme, après la synthèse d'ARN prégénomique dans le noyau, il y a transcription inverse dans le cytoplasme par la polymérase virale.
Cette polymérase, elle synthétise un ADN simple brin complet. Elle commence la synthèse de l'ADN double brin. Puis la capside avec cet ADN en cours de formation passe dans le Golgi pour récupérer les protéines de surface qui ont été synthétisées, donc les protéines d'enveloppe. Et le virus est excrété, donc sous forme d'un virion mature ici. Mais les protéines d'enveloppe sont aussi excrétées en excès pour former les sphères et les bâtonnets que l'on a vus précédemment. Par ailleurs, cette forme génomique d'ADN en cours de synthèse peut aussi retourner vers le noyau pour reformer des ADN super enroulés, les cccDNA. Donc retenez bien la particularité de ce cycle de réplication du VHB. Alors que c'est un virus à ADN, il y a une rétrotranscription de l'ARN prégénomique en ADN double brin. On va maintenant passer à l'épidémiologie. Elle est très variable selon les zones géographiques. Et vous avez ici représenté en rouge les zones de forte endémie où plus de 8% de la population a un antigène HBs positif. Donc vous voyez que ça concerne l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est, le Groenland et le nord du Canada, et puis une partie du Brésil. À côté de ça, on a les zones d'endémie intermédiaire qui sont figurées en bleu ici, et puis les zones de faible endémie avec moins de 2% de la population qui est porteuse d'antigène HBs, dont la France, l'Amérique du Nord, l'Australie et une partie de l'Amérique du Sud. Globalement, on estime qu'il y a plus de 2 milliards de personnes exposées sur la planète à ce virus de l'hépatite B et 360 à 450 millions de porteurs chroniques. Et c'est la 10e cause de mortalité par an. Alors, qu'en est-il en France? Donc, on a vu que c'est un pays de faible endémicité. Le taux de portage chronique, il est estimé à 0,65% de la population, ce qui représente 280 000 porteurs chroniques, dont 55% ignorent leur statut. Et on va voir tout à l'heure comment on peut faire le dépistage de ces personnes. On a 2400 nouveaux cas estimés par an et 1300 décès par an suite à l'hépatite B. Comme pour l'hépatite C, on peut distinguer plusieurs génotypes pour ce virus de l'hépatite B, mais ça n'a pas de conséquences pour la prise en charge des patients, donc ce n'est pas du tout fait en routine au laboratoire. Vous voyez que la répartition de ces génotypes, elle est hétérogène selon les zones géographiques. Alors on passe au mode de transmission du virus de l'hépatite B. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était parmi les virus des hépatites un virus qui se transmettait par voie sanguine. Donc on a une transmission parentérale, historiquement avec les polytransfusés, avant qu'il y ait le diagnostic génomique viral à l'EFS pour tous les dons de sang. On a une transmission, on avait un groupe à risque aussi chez les hémodialysés et puis les toxicomanes. Il y a également une transmission par voie sexuelle avec les partenaires multiples, une transmission verticale, donc materno-fétale, essentiellement périnatale, chez les mamans qui ont des charges virales élevées à la naissance, et une transmission intrafamiliale, donc quand il y a un contact étroit avec une transmission possible par la salive, on retrouve du virus dans la salive, et un virus qui est très stable dans l'environnement, donc par exemple le partage des brosses à dents. Donc ces deux derniers modes de contamination, materno-fétale et intrafamiliale, sont particulièrement dominants dans les pays en voie de développement, les pays de forte endémicité, et ça explique une infection dans le jeune âge. Les facteurs de risque identifiés en France, vous voyez que dans 30 à 40% des cas, on n'a pas de facteurs identifiés. Ça, c'est le résultat d'une enquête de l'INVS de 2004-2006. Sinon, les autres comportements, les autres facteurs de risque les plus à risque, c'est les comportements sexuels à risque ou les voyages en pays d'endémie. Et puis ensuite viennent l'exposition familiale, la vie en institution et la toxicomanie. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'évolution elle était très différente selon l'âge de la contamination. Dans les pays de faible endémie comme la France, la majorité des infections survient à l'âge adulte et seulement 5% des patients évoluent vers une hépatite chronique. Vous trouverez 5% dans les livres. En fait, actuellement, on dit plutôt que c'est 3% chez les personnes immunocompétentes. Par contre, par exemple, chez les patients co-infectés par le VIH, 30 à 50% évoluent vers une hépatite chronique. Chez les hémodialysés, c'est plutôt de l'ordre de 30%.
Dans les pays de forte endémie où l'infection survient surtout dans l'enfance, soit au moment de la naissance, soit dans la petite enfance avec les contaminations intrafamiliales, l'évolution vers la chronicité, vous voyez, est beaucoup plus élevée. 80% des personnes infectées évoluent vers une hépatite chronique. Et donc, il y a beaucoup plus de transmission ensuite, par exemple, avec les partenaires multiples, ce qui entretient cette endémie au niveau de ces pays où on s'infecte très jeune. Alors, vous avez ici un graphique qui vous représente cette différence de passage à la chronicité. Vous voyez que lorsqu'on s'infecte dans les premiers mois de vie, on a plus de 80% d'évolution vers une infection chronique. Et puis, quand c'est après la première année de vie, ce risque diminue. Et l'infection est par contre beaucoup plus souvent symptomatique quand on s'infecte à l'âge adulte, alors qu'elle est très souvent asymptomatique quand on s'infecte dans le très jeune âge. Alors, juste quelques points de détail sur la transmission verticale du virus de l'hépatite B. En antépartum, il y a peu ou pas de transmission pendant la grossesse et ça concerne que les enfants qui sont nés de mères avec un antigène HBE positif. L'antigène HBE, on reverra tout à l'heure, c'est un marqueur de réplication active. Et chez les mamans qui ont des charges virales très élevées. En périnatal, c'est vraiment le mode de contamination dominant au moment de l'accouchement avec les échanges sanguins fœto-maternels. Et puis, il y a également une possibilité de transmission postnatale par l'allaitement pendant la petite enfance. Et cela chez les mères qui sont antigènes HBS positifs, donc qui ont un marqueur de portage du virus de l'hépatite B. Cette transmission verticale, elle entraîne des mesures de dépistage. Donc en France, on a un dépistage obligatoire de l'antigène HBS au cours de grossesse. Le taux de transmission varie vraiment selon le statut de la maman. Donc si elle est antigène HBS positive, qu'elle a vu le virus de l'hépatite B et qu'elle a des marqueurs de réplication active, l'antigène HBE, l'ADN, vous voyez qu'il y a 95 à 100% de taux de transmission. A l'inverse, si elle est antigène HBS positive, mais par contre qu'elle a une virémie négative ou qu'elle est porteuse d'anticorps anti-HBE, il y a 10 à 20% de risque de transmission à l'enfant. Pour limiter cette transmission verticale, on a des mesures de prévention qui sont très efficaces, que la sérovaccination. Donc c'est une urgence néonatale, ça doit être débuté le plus tôt possible après la naissance. Et on administre des anticorps anti-HBS à l'enfant le jour de la naissance et on associe à ces anticorps une vaccination anti-hépatite B avec un schéma complet, donc AJ0, M1 et M6. L'efficacité, elle n'est pas tout à fait de 100% et donc on doit quand même vérifier la sérologie de l'hépatite B chez l'enfant à partir de 7 mois, quand il n'est plus porteur des anticorps maternels. On va maintenant passer à l'histoire naturelle du virus de l'hépatite B. Donc après la contamination, vous voyez que l'incubation, elle dure 4 à 28 semaines avant d'avoir le stade aigu de l'infection. Cette hépatite aiguë, elle n'est pas forcément symptomatique. Vous voyez que dans 70% des cas, il n'y a pas de symptômes et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de porteurs de l'hépatite B qui ne se savent pas porteurs, qui ne se savent pas infectés. Dans 30% des cas, cette hépatite aiguë, elle est symptomatique. Et dans un certain nombre de cas, vous voyez 1 cas sur 1000, on peut avoir une hépatite fulminante quand la réponse immunitaire est particulièrement importante. On a une nécrose hépatocellulaire qui s'installe très vite. Et c'est une des causes de transplantation hépatique qui est non négligeable après les causes de transplantation pour toxiques, par exemple. Après cette infection aiguë, dans 97% des cas chez l'immunocompétent, on a une guérison. On perd les marqueurs d'hépatite B en cours et donc on a une séronégativation de l'antigène HBS, antigène HBS négatif et apparition des anticorps anti-HBS et des anticorps anti-HBC. On reverra tout à l'heure l'association de ces deux anticorps anti-HBS, donc contre l'enveloppe, et anti-HBC contre la capside, montre que la personne a rencontré le virus mais qu'elle est protégée. Par contre, dans 5 à 10% des cas, une infection chronique s'installe avec
un portage de l'antigène HBS pendant plus de 6 mois. La définition d'hépatite B chronique, c'est le fait d'être porteur de l'antigène HBS pendant plus de 6 mois. Et la terminologie évolue fréquemment et elle a encore évolué ces derniers mois. Donc maintenant, on parle d'infection chronique dans ce cas-là. Dans 30% des cas, il n'y a pas de symptômes particuliers, il n'y a pas de lésion histologique, les transaminases sont normales, la charge virale n'est pas très élevée, elle est inférieure à 5 log, et c'est ce qu'on appelait avant le portage inactif. En fait, c'est une infection chronique asymptomatique. Par contre, au cours du temps, l'infection peut évoluer et passer vers une hépatite chronique où là, on a une augmentation des transaminases, des lésions histologiques qui sont visibles à la biopsie hépatique. Et cette hépatite chronique, dans 20% des cas, elle va évoluer vers la cirrhose, qui peut évoluer également dans 20% des cas vers le carcinome hépatocellulaire. On peut avoir aussi passage par le portage chronique, puis hépatite chronique secondairement au fil des années, puisque c'est une infection qui peut durer vraiment plusieurs années. Alors, il y a différents types de relations hôte-virus dans cette hépatite B, et selon la réponse immunitaire de l'hôte, ça va expliquer les différents tableaux cliniques. Si on a une réponse immune qui est forte mais adaptée, on va avoir une hépatite aiguë qui va ensuite guérir, permettre d'éliminer les virus circulants, les hépatocytes infectés. Si la réaction elle est suraiguë, on a une réponse immunitaire et inflammatoire très très forte, on a une nécrose hépatocellulaire massive et c'est ça qui explique l'hépatite fulminante qui peut nécessiter un recours à la transplantation hépatique. Si par contre on a une réaction qui est faible mais adaptée, on a une évolution vers la guérison sans passer par une forme symptomatique. Dans certains cas, on a une réaction immunitaire qui est faible et qui n'est pas adaptée. C'est ce qu'on appelle la tolérance partielle. Ça permet au virus de continuer à se répliquer, mais progressivement, il y a des atteintes hépatiques qui s'installent. Les transaminases sont élevées. On peut voir l'apparition de lésions histologiques et puis éventuellement l'évolution vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire. Donc ça, c'est l'hépatite chronique dans la nouvelle terminologie. Et puis, dans certains cas, le système immunitaire ne réagit pas, la personne est porteuse chronique mais asymptomatique, il n'y a pas d'installation des lésions histologiques, il n'y a pas d'élévation des transaminases et en général la charge virale pour le coup est très très élevée, supérieure à 7 log et c'est l'infection chronique. Donc vous avez ici les différents stades, les charges virales très élevées, les ALAT, les transaminases normales, pas de lésions histologiques. Le patient est porteur d'antigène HBS et d'antigène HBE. Des charges virales plus faibles avec éventuellement la séroconversion dans le système petit e. Et puis l'infection chronique quand on a des charges virales relativement faibles. On est toujours porteur d'antigène HBS, des anti-HBE et pourtant une réplication qui continue. Et puis, quand on a la séroconversion dans le système petit s avec des charges indétectables, l'infection est résolutive. On va maintenant passer au diagnostic. Donc, vous allez voir, les marqueurs sont relativement nombreux pour l'hépatite B et c'est important de bien connaître la signification de ces différents marqueurs. Donc, on a à notre disposition des outils de diagnostic direct quand on recherche directement soit le génome viral, soit les antigènes viraux par des techniques de type ELISA, donc soit l'antigène HBS, l'antigène d'enveloppe ou l'antigène HBE qui est témoin de la réplication virale, ou l'ADN qui est témoin de la réplication virale que l'on quantifie par PCR en temps réel. Si ces marqueurs de diagnostic direct sont positifs, on a une infection, une réplication active, éventuellement une évolution avec, je vous rappelle, la définition de la chronicité quand le patient est porteur d'antigène HBS pendant plus de 6 mois. À côté de ce diagnostic direct, on a le diagnostic indirect où là on recherche la réponse immunitaire de l'hôte contre le virus, donc la réponse humorale, la réponse anticorps, avec les anticorps anti-HBC de type IgM ou de type IgG, les anticorps dirigés contre l'enveloppe, les anti-HBS et les anti-HBE.
Alors, plusieurs cas de figure dans cette sérologie. Soit vous avez des anticorps anti-HBs isolés à un titre supérieur à 10 unités internationales par litre. Dans ce cas-là, dans la majorité des cas, c'est que le patient a été vacciné. Le vaccin, il contient l'antigène HBs, donc seuls les anticorps anti-HBs se développent suite à une vaccination et on a un titre protecteur qui est bien défini à 10 unités internationales par litre. Dans certains cas, vous pouvez avoir des anti-HBs comme anticorps passifs suite, par exemple, à une transfusion. Alors, autre cas très important à connaître, c'est l'hépatite aiguë. Devant une hépatite aiguë, si vous suspectez une infection par le virus de l'hépatite B, vous allez retrouver un antigène HBs qui est positif et des IgM anti-HBC positifs. Il faut bien, devant tout patient qui présente une hépatite aiguë, penser à demander les IgM anti-HBC. Ces IgM anti-HBC, lorsqu'ils sont présents, font l'objet d'une déclaration obligatoire à l'agence régionale de santé. Donc, en cela, c'est le marqueur qui est lié à la déclaration obligatoire pour l'hépatite B. Si vous recherchez d'autres marqueurs, vous pouvez éventuellement retrouver des IgG anti-HBC et de l'antigène HBE et le génome viral dans le sérum des patients. Donc voici la cinétique d'apparition des différents marqueurs. Donc après l'incubation qui est de 4 à 12 semaines, vous avez l'apparition de l'antigène HBs et de l'ADN du VHB au moment de l'infection aiguë qui dure, vous voyez, 2 à 12 semaines. Et au moment des symptômes, si l'infection est symptomatique. Vous avez également l'apparition de l'antigène HBE et très rapidement des IgM anti-HBC. Si l'infection est résolutive, c'est un vieux schéma, donc il y a marqué guérison, mais on parle à nouveau pas de guérison dans le cas de l'hépatite B. Vous avez disparition de cet antigène HBs, disparition de l'ADN du VHB, et au long cours persistent les anticorps anti-HBC et les anticorps anti-HBs, anticorps anti-HBs qui sont protecteurs et anticorps anti-HBC qui sont le témoin d'une infection ancienne par le virus de l'hépatite B. Autre cas de figure, donc vous avez un patient une hépatite B résolutive. Dans ce cas-là, vous avez des anticorps anti-HBs qui le plus souvent sont présents et présence d'IgG anti-HBC. Donc les anticorps contre la capside virale, contre le corps, et les anti-HBs, quand le patient a une hépatite résolutive depuis très longtemps, il peut éventuellement perdre ses anti-HBs, donc il peut arriver que vous ayez des anticorps anti-HBC isolés. Ces anticorps anti-HBC, ils ne sont pas protecteurs. Seuls les anti-HBs sont protecteurs. Ce profil qui associe anti-HBs et anti-HBC, vous pouvez également le retrouver dans le cas d'anticorps passifs post-transfusionnels, par exemple. Mais ce n'est pas le plus fréquent. Si maintenant votre hépatite B, elle se chronicise, vous avez la persistance de l'antigène HBs positif pendant plus de 6 mois. Et vous avez donc les IgM anti-HBC qui peuvent disparaître au cours des premières semaines qui suivent la contamination, persistance de l'antigène HBE qui est le marqueur de réplication virale et persistance de l'ADN du VHB. En fonction de l'intensité de la réponse immunitaire, cette charge virale elle sera plus ou moins élevée. Dans certains cas, vous avez une séroconversion dans le système petit e, c'est-à-dire disparition des antigènes HBE, apparition des anticorps anti-HBE, et à ce moment-là, persiste encore l'antigène HBs et les IgG anti-HBC. Et puis, dans certains cas, vous avez une réactivation virale et vous pouvez voir la réapparition d'IgM anti-HBC. Donc, la présence d'IgM anti-HBC, elle ne signe pas l'infection aiguë puisque vous pouvez le retrouver dans le cas d'une réactivation virale de l'hépatite B. Donc l'infection B chronique, elle est définie par la persistance de l'antigène HBs pendant plus de 6 mois. Et on parlera d'hépatite B active si à cet antigène HBs et à ces IgG anti-HBC sont associés des marqueurs de réplication, donc l'antigène HBE et l'ADN du VHB. Dans un certain nombre de cas, quand les patients sont infectés depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années,
Ce profil sérologique peut évoluer vers un mutant précore. Vous avez disparition de l'antigène HBE, mais pourtant, il y a toujours une réplication du virus. Vous retrouvez l'ADN du VHB avec une séroconversion dans le système petit e, la présence d'anticorps anti-HBE. Ce profil, il est lié à une mutation dans le génome viral. Vous vous rappelez, le génome viral, il est redondant. Pour la région pré-CC, vous avez la région C qui code pour la capside, l'antigène HBC, et la région pré-C plus C qui code pour l'antigène HBE. Donc, quand le virus est sauvage, vous avez un ATG ici qui initie la traduction, soit avec le peptide signal, qui est ensuite clivé. Donc, vous avez la synthèse de l'antigène HBE ici. Et quand la traduction démarre à ce codon, vous avez la synthèse de l'antigène HBC de capside. Quand l'infection évolue depuis longtemps, la polymérase, elle fait des erreurs au cours de la réplication. Et dans un certain nombre de cas, il y a un codon stop qui s'installe ici, suite à une mutation précise dans le génome viral au niveau de ce gène pré-C. Dans ces cas-là, la synthèse de l'antigène HBE commence, mais elle est arrêtée assez vite, et donc on n'a pas un antigène HBE fonctionnel, d'où le développement des anticorps anti-HBE. Par contre, la région C n'est pas mutée, et donc on a bien la synthèse de l'antigène HBC qui continue. Vous voyez que ces mutants pressés, c'est pas du tout anecdotique. Vous avez ici la prévalence dans les hépatites chroniques avec antigène HBE négatif et mutation précoce. Vous voyez que c'est 62% des infections chroniques dans cette étude qui a été publiée en 2006. Au début donc, de l'hépatite chronique, on a une synthèse importante d'antigène HBE. Plus la production virale est importante, plus on a un risque d'avoir des mutants qui s'installent dans la population, et les mutants pressés apparaissent, d'où cette évolution du profil sérologique. Alors, comment on peut distinguer entre une infection chronique inactive et une hépatite chronique avec un mutant précoce? Dans le cas de l'infection chronique, les ALAT, les transaminases restent normales. Vous avez une réplication qui est pas trop élevée, entre 3 et 4 logs. Il n'y a pas de lésion hépatique, et vous faites le diagnostic sur le suivi. Pour les hépatites avec mutant pressé, antigène HBE négatif, vous avez des fluctuations des transaminases. Vous pouvez avoir des petits pics à certains moments. Vous avez aussi une fluctuation de la réplication virale. Et on peut retrouver la mutation dans le gène corps, mais ce n'est pas recherché en routine. Donc finalement, voici les différents profils à connaître. L'hépatite aiguë, vous avez l'association de l'antigène HBS et des IgM anti-HBC, qui font l'objet de la déclaration obligatoire. Dans le cas d'une hépatite résolutive, vous avez la plupart du temps présence d'anti-HBS et présence d'IgG anti-HBC. Chez des patients vaccinés, vous retrouvez les anti-HBS isolés, sans anti-HBC, et ils sont à un titre protecteur supérieur à 10 unités internationales par litre. Une hépatite chronique, elle se définit par la persistance de l'antigène HBS pendant plus de 6 mois, et elle est associée à la présence d'IgG anti-HBC. Lorsqu'elle est active, on a l'antigène HBE qui est le plus souvent présent, au moins dans les premières années de l'infection, et de toute façon l'ADN du VHB qui est positif. Et dans les mutants précoces, une fois que l'infection a tourné pendant plusieurs années, on a l'association d'antigène HBS, d'IgG anti-HBC, d'anti-HBE et d'ADN du VHB. Les recommandations pour le dépistage en population générale, c'est de rechercher 3 marqueurs, l'antigène HBS, les IgG anti-HBC et les anti-HBS. Et à partir de ces 3 marqueurs, selon le profil que vous obtenez, on complète éventuellement avec le marqueur petit e. Alors, le dépistage de l'hépatite B, il est recommandé chez tous les partenaires sexuels et entourage proche de sujets atteints d'infection par le virus de l'hépatite B. Vous vous rappelez des modes de transmission. Il est recommandé chez les personnes infectées par le VIH ou le virus de l'hépatite C. Oui.
l'antigène HBS, les anticorps anti-HBS et les anticorps anti-HBC. Pour le dépistage. Les personnes, donc, le dépistage il est recommandé pour les personnes infectées par le VIH ou le virus de l'hépatite C en raison de modes de transmission communs. Avant vaccination pour les migrants de première et deuxième génération originaires de zones de forte endémie et avant de vacciner les personnes à risque élevé d'infection. Ce dépistage, il est aussi obligatoire au cours de la grossesse. Il est maintenant recommandé au premier trimestre et puis avec possibilité de le refaire au 6e mois s'il y a des facteurs de risque. Alors, il y a des tests rapides d'orientation diagnostique qui se sont développés, qu'on appelle les TROD du VHB. Ça existe pour le VIH et vous en avez peut-être entendu parler avec les autotests qui sont maintenant disponibles en pharmacie. Pour le VHB, ça s'est développé également. Les tests qui sont commercialisés, ils recherchent l'antigène HBS. Donc il y a un seul marqueur et pas un dépistage par les 3 marqueurs. Donc c'est quand même moins performant que le dépistage par les tests ELISA, qui reste la référence. Ces TROD, néanmoins, ils sont un outil de dépistage complémentaire qui peuvent être proposés à des populations à risque qui ne viennent pas forcément à l'hôpital, mais il peut être proposé dans des structures d'accès réglementées. Alors, les traitements proposés pour l'hépatite B chronique, l'immunothérapie est utilisée avec l'interféron alpha-2A pégylé. Ça permet de contrôler l'immunité, ce n'est pas un antiviral à proprement parler. Et il permet d'obtenir une rémission prolongée chez 30% des patients infectés porteurs de l'antigène HBE. Les autres traitements proposés, qui sont des antiviraux qui agissent sur le cycle de réplication virale, sont des inhibiteurs nucléosidiques de la polymérase virale. Ils agissent comme terminateurs de chaîne. Ils ont le même principe d'action que les antirétroviraux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse du VIH. Donc les 2 molécules qui sont prescrites actuellement, c'est le tenofovir et l'entecavir. Ils permettent d'obtenir 90% de la suppression de la réplication virale à 5 ans. Mais par contre, dès qu'ils sont arrêtés, il y a un risque de réaugmentation de la réplication avec à nouveau présence d'ADN VHB dans le sérum des patients. Il y a certaines conditions qui peuvent éventuellement permettre d'arrêter le traitement. C'est la perte confirmée de l'antigène HBS. Si on a une séroconversion dans le système HBS, on est relativement confiant. Si on a une séroconversion durable dans le système petit e avec plus de 12 mois de consolidation chez des patients qui sont non cirrhotiques, et puis également chez des patients qui sont traités depuis plus de 3 ans avec un antigène HBE négatif et qui ne sont pas cirrhotiques. Vous reverrez ces différents cas de figure en hépatologie et puis on les abordera un petit peu dans le D sur les hépatites virales que l'on fera avec un hépatologue. Alors, les recommandations, vous voyez, ont encore évolué récemment en fin d'année dernière pour le traitement. Donc, c'est l'ADN du virus de l'hépatite B supérieur à 20 000 copies par ml et les alates à 2 fois la normale, au moins. Un ADN supérieur à 2000 avec une hépatite modérée à sévère, que l'on objective par un test soit non invasif, comme pour l'hépatite C ou une ponction biopsie hépatique. Devant une cirrhose avec présence d'ADN du VHB positif, quand l'immunotolérance date de plus de 30 ans, on a un risque quand même d'expansion clonale et d'évolution vers le carcinome hépatocellulaire et des antécédents familiaux de carcinome hépatocellulaire. L'objectif de ce traitement, c'est vraiment d'atteindre la virosuppression, de contrôler la réplication virale pour que le système immunitaire ne s'épuise pas et n'entraîne pas des lésions au niveau des hépatocytes. Alors, dans certains cas, il peut y avoir l'apparition de mutations de résistance à ces antiviraux. C'était surtout vrai avec les anciennes molécules, la lamivudine, par exemple, qui étaient utilisées avant, qui ne sont plus utilisées maintenant dans le traitement de l'hépatite B. Et par contre, il y a beaucoup moins de mutations avec les nouveaux antiviraux. Vous voyez, avec l'entecavir et le tenofovir, même à plusieurs années de traitement, à 5 ans de traitement, il n'y a pas de mutation retrouvée.
Alors voilà pour le virus de l'hépatite B. On va maintenant passer au virus de l'hépatite delta. C'est aussi un virus responsable d'hépatite, mais il est très particulier. C'est un virus qu'on appelle défectif. Il n'est pas capable à lui tout seul de faire un cycle de réplication complet, de se multiplier dans les hépatocytes et de générer une infection. Il est absolument besoin d'un virus helper, et en l'occurrence pour le virus de l'hépatite delta, c'est le virus de l'hépatite B que l'on vient juste de voir. Donc il est symbiotique du virus de l'hépatite B et il partage la même épidémiologie, donc le même mode de contamination, c'est complètement superposé avec la transmission par voie sanguine, notamment c'est un problème chez les toxicos. Donc ce viroïde, c'est un virus à ARN monocaténaire et circulaire, à la différence de l'hépatite B qui est un virus à ADN. Il utilise l'antigène HBS du virus de l'hépatite B. Vous vous rappelez, il y avait la synthèse de sphérules et la production d'antigène HBS en excès dans le sérum des patients. Donc le virus de l'hépatite delta, il profite de cet excès d'antigène HBS et il se sert de cet antigène HBS comme d'une enveloppe pour sa réplication. Vous voyez qu'il y a à peu près 5% de porteurs d'antigènes HBS qui sont infectés par le virus de l'hépatite delta, donc il faut penser à le rechercher dans certains cas. Vous avez ici le virus de l'hépatite B qu'on a vu précédemment. Les antigènes HBS synthétisés en excès sous la forme de filaments ou de sphérules. Et quand le patient est co-infecté ou surinfecté par le virus de l'hépatite delta, vous avez son génome viral ici et il utilise les antigènes HBS du virus de l'hépatite B. Alors, quelle est l'histoire naturelle de cette infection par le virus de l'hépatite delta? Il y a deux possibilités. Soit le patient s'infecte en même temps par le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite delta. Cette hépatite aiguë, elle est symptomatique dans 10 à 20% des cas. Et elle évolue dans 93% des cas vers la guérison. Par contre, vous voyez qu'on a plus de risque d'avoir une hépatite fulminante quand on est co-infecté par le virus de l'hépatite B et le virus du delta, plutôt que quand on est mono-infecté par le virus de l'hépatite B. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un risque pour 1000 d'évoluer vers une hépatite fulminante. Ici, on passe à 1 à 5%. Et puis, il y a 2% d'évolution vers l'hépatite chronique. Quand le patient est déjà infecté par le virus de l'hépatite B et que cette fois, il se surinfecte secondairement par le virus de l'hépatite delta, on a un gros risque d'évoluer vers l'hépatite chronique. Vous voyez 95% d'hépatite chronique alors qu'il n'y a que 2%, moins de 2% de guérison. Et là encore, le risque d'hépatite fulminante est particulièrement important. 5 à 15% des patients qui se surinfectent par le virus de l'hépatite delta évoluent vers une hépatite fulminante. Comme pour l'hépatite B, l'évolution de ces formes chroniques vers la cirrhose est possible. Vous voyez que c'est beaucoup plus fréquent que dans le cas de l'hépatite B. 50 à 75% évoluent vers la cirrhose et avec possibilité d'évolution également vers le carcinome hépatocellulaire. Quand est-ce que vous allez rechercher une hépatite delta? Donc pensez co-infection et surinfection. En pratique, dans une co-infection, quand vous avez une hépatite B, vous avez une hépatite aiguë sévère chez un sujet qui a les facteurs de risque de transmission sanguine ou sanguine. Donc chez les hémophiles, c'est de moins en moins vrai maintenant, ou dans d'autres pays que la France. Chez les toxicomanes ou les personnes venant de zones d'endémie, vous pensez d'emblée à rechercher le virus de l'hépatite delta en même temps que le virus de l'hépatite B. Et chez un patient pour lequel vous savez qu'il est infecté par le virus de l'hépatite B, vous suspectez une surinfection quand il fait une hépatite aiguë alors qu'il est déjà porteur de l'antigène HBS, ou vous pouvez suspecter aussi cette surinfection quand il y a une rechute de l'hépatite B aiguë. Et dans ce cas-là, vous prescrivez les marqueurs qui permettent de rechercher le virus de l'hépatite delta. Donc, ces marqueurs, c'est les IgM anti-delta et l'ARN du virus de l'hépatite delta. Alors, voilà la cinétique des différents marqueurs viraux. Vous avez l'antigène du delta qui apparaît précocement après l'infection, l'ARN du virus delta avec un pic de réplication virale. Puis,
quelques jours après l'apparition des IgM anti-delta. Dans une hépatite aiguë, l'ARN diminue, les IgM diminuent. Par contre, s'il y a une chronicisation, vous avez persistance de l'ARN du delta, éventuellement des IgM delta et puis des IgG anti-hépatite delta avec possibilité d'évolution vers la cirrhose et le cancer du foie. Pour prévenir ces hépatites, vous avez un vaccin contre le virus de l'hépatite B. Vous devez d'ailleurs tous être vaccinés et avoir des anticorps anti-HBs à titre protecteur. Ce virus de l'hépatite B, vous comprendrez bien, ce vaccin contre le virus de l'hépatite B, vous comprendrez bien qu'il protège aussi contre l'hépatite delta, puisque s'il n'y a pas d'antigène HBs, si on a des anticorps anti-HBs, le viroïde delta ne peut pas se répliquer. Donc, les points essentiels à retenir sur ce cours, c'est la gravité de l'infection par le virus de l'hépatite B. Rappelez-vous, 1 pour 1000 cas d'hépatite fulminante, un passage à la chronicité qui varie selon l'âge de l'infection, avec un risque d'évoluer vers la cirrhose, voire l'hépatocarcinome, une transmission sanguine, sexuelle, et puis dans les pays de forte endémie, une transmission verticale et intrafamiliale très fréquente. Le marqueur IgM anti-HBC, il est associé à une déclaration obligatoire à l'ARS. Alors rappelez-vous, il est présent dans l'hépatite aiguë, mais on peut aussi le retrouver dans les cas de réactivation. Les marqueurs sérologiques de l'hépatite aiguë, c'est l'antigène HBs positif et les IgM anti-HBC positifs. L'infection chronique, elle est définie par la persistance de l'antigène HBs plus de 6 mois après l'infection. On a un dépistage obligatoire de l'antigène HBs pendant la grossesse. Alors à la maternité, on ne prescrit pas les 3 marqueurs antigène HBs, anticorps anti-HBC, anticorps anti-HBs. On prescrit juste l'antigène HBs. On a une sérovaccination de l'enfant né de mère antigène HBs positif, quel que soit le niveau de réplication chez la mère. La vaccination contre le virus de l'hépatite B, elle est très efficace. Et puis pour le virus Delta, il n'est jamais retrouvé en dehors de l'infection par le virus de l'hépatite B. Il y a plusieurs traitements qui sont en cours d'essai pour l'hépatite Delta, mais on n'a pas encore trouvé un traitement complètement miracle. Merci.